est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez perdu 9 millions dans un projet? C'est compliqué. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 3e épisode de Racine à réussite. Votre émission produite par le média BA, un média 100% africain, 100% vision et 100% inspiration. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Ange et dans cette émission, chaque mois, nous vous emmènerons à l'encontre de ces personnes qui, partout à travers le continent, investissent dans l'industrie du divertissement, de la tech, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. De Racine à réussite est une émission qui se veut facile à comprendre et pleine de bonne humeur, qui vous fournira à toutes et à tous des méthodes concrètes pour créer des entreprises rentables et pérennes sur le continent en tant que jeunes. Nos invités vous partageront leurs procédés de l'idéation au lancement, à la recherche de financement et bien plus encore. Installez-vous confortablement, générique. Pour ce 3e épisode, nous sommes ravis de vous retrouver pour accueillir Ayman Badamassi, un entrepreneur togolais qui œuvre dans le secteur de la tech. Accueillons-le ensemble. Alors, pour vous expliquer un petit peu, comme on a dit, ça va durer entre 1h et 1h30, dépendamment du flow de la discussion. Comme vous savez, il y a 5 parties à la discussion, donc peut-être je te laisse parler des 5 parties. Tout d'abord, racines d'enfance. L'objectif, c'est d'introduire vos origines, présenter le contexte dans lequel vous avez grandi. Ensuite, on a graine d'idées. C'est pour voir comment cette première idée vous êtes venue à l'esprit, comment vous l'avez développée. Et donc, ça va faire le pont vers l'enracinement qui est pour voir comment vous avez trouvé des partenaires et comment en fait elle a germé. Et entre cette partie et l'ombre de la réussite que je vais expliquer par la suite, nous avons la pause d'inspiration. C'est un peu la minute fun de cet échange. Le but, c'est d'avoir une petite anecdote, un petit Congo ça pour rendre le tout léger. Et nous allons conclure par à l'ombre de la réussite. On va faire un peu le point sur votre situation actuelle et sur un peu vos ambitions futures. C'est bon pour vous? Ça va. Ok, parfait. Pour celles et ceux qui n'ont pas le plaisir de vous connaître, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Ok, bonjour. Je suis content d'être là pour l'invitation également. Je m'appelle Ayman Badamassi. Je suis entrepreneur, chef d'entreprise, leader d'association également. J'ai une licence en comptabilité contrôle audit. Au Togo, tout le monde m'appelle le ramasseur de plastique, justement parce que j'ai créé une solution qui traite de la gestion des déchets plastiques en Afrique. Je suis passionné par l'environnement et le climat. Parfait, super, enchanté. Si on commence peut-être donc par la première partie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance, dans quel cadre vous avez grandi et s'il y a des éléments dans votre enfance qui ont structuré votre situation actuelle, des choses qui vous reviennent particulièrement? Ok, alors moi j'ai grandi avec un papa musulman et une maman chrétienne. Ok, le papa est un enseignant à la retraite et la maman, paix à son âme, était une commerçante. Donc j'ai grandi dans un environnement où quand il y avait la Noël, c'était la fête. Et en même temps, quand il y avait la tabaski, c'était encore la fête. Ouais. Et cet environnement m'a permis surtout d'être beaucoup plus tolérant, accepter l'autre sans jugement en réalité. Mais le papa était très intransigeant sur tout ce qui était études scolaires, étant donné qu'il était enseignant. Moi, j'ai eu une enfance où quand je rentrais de l'école, je dirais qu'il y avait un répétiteur qui m'attendait à la maison parce que je n'avais pas trop le droit de m'habiller. En même temps, ça m'a permis d'exceller à l'étude, c'est-à-dire moi j'ai eu mon bac à 7 ans, j'ai eu mon bac à 16 ans, ce qui m'a permis en fait de pouvoir faire beaucoup de choses. Quand je suis à l'université, j'ai fait le cinéma, j'ai fait le théâtre. En tout cas, j'ai tenté beaucoup de choses parce que j'avais du temps à revendre. Et voilà. Notre question, c'était est-ce que après votre diplôme de gestion, vous avez directement travaillé ou vous êtes arrivé directement à vos premières expériences entrepreneuriales? Ok, alors déjà, je rappelle que quand j'étais à l'université, j'ai fait un peu le cinéma. Ok. Parce que le cinéma était ma réelle passion. Je voulais devenir réalisateur. Mais j'ai fait la comptabilité justement parce que le papa voulait que je fasse la comptabilité. Du coup, je voulais avoir la licence pour qu'il me fiche la paix, mais en même temps, je voulais entamer ma passion qui était le cinéma. Donc, quand je suis en 2e année de contrôle, de comptabilité contrôle audit,
j'étais déjà en train de réaliser des films. Et j'ai fait un ou deux, je pense que j'ai fait 3 ou 4 films qui n'ont pas très bien marché. Et j'ai été invité par un ami qui était aussi à l'université, qui était en environnement, qui m'a invité sur, je me rappelle, c'était une conférence sur les changements climatiques. Et là, je découvre tout ce qui était pollution plastique, changement climatique, effet de serre. Et j'ai vu un peu l'ampleur du désastre et j'ai décidé donc de mettre mon art au service de l'environnement. C'est là que j'ai décidé de faire un premier film sur l'environnement qui a plutôt bien marché. Je pense que c'est ce film qui m'a permis de prendre l'avion pour la première fois. C'était en 2011, je crois, 2011-2012. J'ai parti en Guinée, j'ai gagné un prix. J'ai fait 2 ou 3 pays, j'ai gagné des prix. Après, j'ai fait un second film encore sur l'environnement qui a aussi très bien marché. C'est là que je décide maintenant de me spécialiser dans la réalisation de films sur l'environnement parce que j'ai trouvé que c'était une niche qui portait bien. Donc, c'était ça le déclic en réalité. Mais j'avais un ressenti du devoir qui n'était pas accompli parce que je me disais, enfin, je voulais que mes films soient regardés par les enfants. Alors que les films que je faisais étaient beaucoup plus dans des concours, dans des festivals. C'était pas un public cible qui était des enfants. Et donc là, je décide de faire projeter mes films dans les écoles. C'est de là tout est parti en réalité. Pour la partie du cinéma, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans votre situation, c'est-à-dire que ils ont une passion réelle pour le cinéma et ils ne se lancent pas là-dedans parce que à leur jeu ce sera pas rentable, parce que les parents ne sont pas d'accord, ne trouvent pas qu'il y a une finalité là-dedans. Est-ce que vous pensez que sur le continent il y a beaucoup de jeunes dans la même situation que vous? Oui, parfaitement. Il y en a pas mal de jeunes qui sont dans la même situation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le bac Afrique et donc de pouvoir tenter d'autres choses. Okay. Si j'avais eu mon bac tardivement, je ne pense pas que j'aurais pu embrasser le cinéma facilement. D'accord. Parce que je me dirais que bon, je suis en train de perdre du temps. Ok. Et est-ce qu'il y a véritablement une rentabilité dans l'industrie du cinéma ou pas du tout? Si je pense que le film ça paye, en tout cas dans mon pays, ça ne permet pas de vivre. Ça vous permet quand même je parle dans le cas particulier du Togo. Je ne sais pas pour les autres pays. Au Nigeria, c'est pas pareil. C'est carrément une industrie là-bas. En Côte d'Ivoire également, ça commence à évoluer beaucoup. Mais quand même, au Togo, on a encore du chemin à faire. Mais ça te permet quand même de gagner des prix. Mais ces prix-là ne te permettent pas réellement de payer ou bien d'arrondir tes fins du mois tout le temps. Donc voilà. Maintenant, je pense que la situation est quand même en train d'évoluer parce que depuis un certain moment, il y a eu beaucoup d'avancées dans le domaine et j'espère en tout cas que les gouvernements également pourront accompagner pour que ce domaine-là soit beaucoup plus valorisé, contrairement à des pays comme le Burkina, le Sénégal et le Nigeria surtout, qui est l'un des pays les plus, voilà, c'est quand même le Nollywood en Afrique. D'accord, ok, très bien. Et ma deuxième question, c'est de savoir, pour pouvoir diffuser vos films dans les écoles, comment est-ce qu'on peut s'y prendre si jamais on souhaite mener nos activités entrepreneuriales à l'intérieur des établissements? Comment vous avez fait un petit conseil méthodologique sur ce point-là? Alors, c'est très compliqué de faire un projet dans une école publique. C'était vraiment le premier défi qu'on a su relever avec notre initiative. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis arrivé dans un établissement scolaire. J'ai voulu faire une projection de mes films et les écoles m'ont dit qu'il fallait que j'aille prendre une autorisation. Je dis, je vais vous faire un don également de poubelle. On me dit oui, mais pour faire un don, il me faut une autorisation. Et cette autorisation m'a pris 2 ans pour l'avoir, carrément. 2 ans. Ouais. Je la soumettais, on ne me répondait pas, des fois c'était des non, mais j'ai tellement insisté et d'une façon particulière que finalement j'ai eu cette autorisation-là. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a très peu de projets qui se font dans les écoles publiques. Dans les écoles privées, oui, il n'y a pas de protocole, mais dans les écoles publiques, c'est une autre paire de manches en réalité. Et est-ce que vous pourriez donner une raison à cette lenteur, à ce non-lieu? Parce que nos administrations
ne sont pas très bien structurées. D'abord, des fois, si on voit des courriers, est-ce que le ministre l'a reçu ou pas, je ne sais pas. Il n'y a pas une bonne structuration de notre système. Et il n'y a pas également l'État qui accompagne les jeunes, c'est-à-dire que c'est pas leur priorité en réalité. Ok, très bien. Une fois que vous avez mis le pied dans ces écoles-là, comment vous êtes arrivé à l'idée de votre start-up? Alors, déjà, je rappelle que avant de me lancer dans la réalisation de films, étant donné que c'était un domaine, je veux parler de l'environnement, c'est un domaine que je ne maîtrisais pas. Le cinéma, oui, mais par contre, l'environnement, c'est pas un domaine que je maîtrisais. J'ai dû rencontrer beaucoup d'acteurs dans le domaine environnemental, ceux qui étaient au pays, au Togo, ceux qui faisaient des choses. Du coup, j'ai rencontré des entreprises de recyclage, des acteurs qui faisaient dans le tri, dans la collecte. J'ai essayé de discuter avec beaucoup d'acteurs dans le domaine avant de lancer la réalisation des films sur l'environnement que je faisais. Et quand le ministère, j'ai voulu faire les projets dans les écoles et que je n'ai pas eu d'autorisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé dans les écoles privées. Alors, j'ai commencé le projet je suis parti voir une école privée. Je leur ai posé le problème, je dis écoutez, je veux faire projeter mes films dans les écoles. À côté de cela, on va créer des clubs environnement. En plus de cela, je vais vous faire des dons de poubelles. Est-ce qu'il me faut une autorisation? Les écoles privées m'ont dit non, pas besoin d'autorisation pour faire une action chez nous. Et donc, j'ai commencé avec les écoles privées. Et à la fin de chaque année, j'envoyais des rapports au ministère pour leur dire écoutez, ce que nous faisons ici dans les écoles privées, j'aimerais répliquer la même chose dans les écoles publiques. Et au bout de certaines années, j'ai eu le OK du ministère des enseignements primaires et secondaires qui m'a renvoyé au niveau de la direction régionale de l'éducation pour une autre autorisation qui, elle aussi, m'a renvoyé vers les inspections pour d'autres autorisations. Elles aussi m'ont renvoyé vers les écoles pour l'autorisation finale. Donc, c'est un peu le processus. C'est assez long, mais le temps valait le coup. Ok. Moi, j'ai juste un petit point, c'est que vous dites que vous faisiez des rapports pour convaincre. C'est déjà, comment on sait ce qu'on met dans un rapport? Est-ce que c'est eux qui vous ont dit? Est-ce que c'est vous qui avez pensé à l'argumentaire qu'il fallait pour faire ces rapports-là? Non, c'est pas eux qui m'ont dit, c'est moi qui ai fait l'argumentaire. C'est-à-dire, le rapport, c'était d'abord pour leur dire qu'aujourd'hui, nos écoles ont des poubelles classiques. C'est pas qu'il n'y a pas de poubelles dans nos établissements scolaires. Non, nos écoles ont des poubelles, mais on n'a pas de données. On ne sait pas quelle quantité on produit chaque mois, par exemple, de déchets plastiques. On ne sait pas, par exemple, et dans les rapports que je soumettais au ministère, je donnais des informations sur l'importance d'avoir des données. Et c'était justement la solution que nous apportions, c'est-à-dire la plus-value de notre solution contrairement aux solutions existantes. Et pour revenir, peut-être pour expliquer un peu le projet que nous faisons dans les établissements scolaires, c'est que nous équipons les écoles de poubelles connectées qui nous permettent non seulement de collecter les déchets plastiques, mais aussi de collecter les données sur son utilisation. Donc, notre technologie nous a permis de savoir qu'au Togo, par exemple, c'est 900 tonnes de déchets plastiques qui sont produits chaque jour dans les écoles. Et cette information mise dans un rapport envoyé au ministère a quand même changé la donne. Ok, et du coup, voilà. J'ai la question de savoir pourquoi c'est important de collecter des données. Vous avez dit tout à l'heure que vous convainquez les gouvernements, les ministères que c'est important, ces informations-là. Mais quelle utilité ça a? Qu'est-ce que ça apporte en plus derrière? J'ai du mal à visualiser. Ok, je vais vous donner un petit exemple. Si dans un établissement scolaire, on sait, quand nous parlons de déchets plastiques, on a plusieurs types de déchets plastiques. On a les sachets plastiques, par exemple. On a les bouteilles plastiques, par exemple. On a les stylos. On a tout type de plastique. OK? Mais si nous savons que dans une école X, le type de déchets plastiques qui est le plus produit, ce sont les bouteilles plastiques, par exemple, on peut simplement demander aux élèves de venir à l'école avec des cours d'écologie. On est d'accord? Si nous savons que dans une école Y, le type de déchets plastiques qui est le plus produit, ce sont les sachets plastiques, c'est-à-dire les emballages plastiques, on sait que ce sont les revendeuses qui remettent ces sachets-là aux élèves. Donc, on sait où se situe le problème et quelle
solution adéquate apportée à l'établissement scolaire. D'où l'importance de la donnée. Ok. À part ces données que nous collectons, notre technologie nous permet aussi de savoir quel est le niveau de la poubelle. Est-ce que la poubelle, elle est à moitié pleine? Est-ce qu'elle est totalement pleine? Est-ce qu'elle est vide? Parce qu'une poubelle qui est pleine et qui se déborde crée encore un second problème environnemental. Et c'est ce que nous voudrions régler avec notre poubelle connectée. Ok. À part cela, le fait aussi de savoir quelle est la quantité de déchets qui est produite chaque mois nous permet de savoir quelle est l'empreinte carbone qu'on arrive à réduire sur l'environnement. Ok. Moi, j'ai juste une question. Maintenant que la valeur ajoutée de votre entreprise est expliquée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus la technologie, comment ça fonctionne, etc. Bien sûr, si c'est pas un secret ou vous êtes confortable à le partager. Non, non du tout. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous intégrons dans des poubelles des capteurs. Et ces capteurs sont des capteurs de niveau qui nous permettent donc de savoir si la poubelle elle est à moitié pleine, elle est totalement pleine ou elle est vide. À part cela, nous avons aussi développé une application qui est rattachée à la poubelle à travers un code QR. Et cette application-là nous permet de collecter les données liées au poids. Donc, quand l'équipe de vidange, par exemple, vient dans l'établissement pour enlever les déchets, ils pèsent ces déchets-là et ils renseignent cette donnée-là dans l'application. Et donc, à la fin du mois, on a les statistiques par rapport à la quantité de déchets qui est produite, le type de déchets qui est le plus produit. Ok. Moi, j'aurais juste des questions sur la partie background. Donc, vous avez mentionné le fait que vous avez eu votre diplôme en comptabilité, vous avez fait l'expérience cinématographique, etc. Mais actuellement, sur votre profil LinkedIn, il y a plusieurs lignes. Donc, c'est un peu comme si vous faites en parallèle d'autres jobs de salariés en tant que tels. Donc, comment est-ce que ça s'articule, tous ces éléments-là? C'est la question que j'ai envie de savoir. Et aussi, derrière, sur votre bio LinkedIn, on voit que vous aviez déjà lancé une première entreprise. Donc, j'aimerais juste savoir logistiquement comment tout ça se met en place dans votre quotidien. Alors, je n'ai pas beaucoup de jobs. J'ai actuellement qu'un seul job qui est prioritaire pour moi. Et ce travail-là, c'est de faire en sorte que les cours d'éducation environnementale soient intégrés dans le programme scolaire. C'est ça la mission ultime. Maintenant, comme je l'ai dit, quand j'étais à l'université, j'avais le temps de faire d'autres choses et donc j'ai lancé certaines entreprises qui, je vous fais une petite confidence, moi j'ai déjà perdu 9 millions dans un projet entrepreneurial et voilà. Mais après, le travail ultime, c'est quand même la passion pour l'environnement, c'est d'inculquer des valeurs sur l'environnement. D'accord. Et quand vous voyez sur mon profil LinkedIn, je suis Yalien. Yalien, c'est pas un job, c'est un programme du président Barack Obama qui forme les jeunes leaders en leadership. Je suis également Ashoka Changemaker, c'est également un autre programme, un peu comme le Yali, mais uniquement pour les entrepreneurs sociaux. Vous qui veniez du cinéma, comment êtes-vous arrivé à développer une solution tech? Comment vous êtes-vous entouré? Est-ce que vous avez dû vous former pour le faire, etc. Enfin, si vous pouvez juste nous dire un peu plus sur cet aspect. Alors, quand je suis rentré dans les établissements scolaires, justement pour implanter mon projet, le projet déjà, je rappelle que c'est un projet qui a évolué. C'est pas un projet qui était tout pensé comme cela au début. C'est un projet qui a migré. Quand je suis rentré dans les établissements scolaires, je me suis rendu compte de la pollution plastique. Je me suis rendu compte parce que les écoles, elles n'ont pas vraiment de solution pour gérer leurs déchets. Ce qu'elles font, c'est de les brûler directement ou de les confier à des structures de pré-collecte qui, elles aussi, s'en vont les déverser sur un dépotoir. Alors que moi, en amont, je connaissais les acteurs du recyclage qui achetaient les déchets plastiques. Du coup, j'ai vu l'offre et j'ai vu la demande, ce qui m'a permis de mettre le projet sur place. Après, je me suis entouré d'une équipe, c'est-à-dire il y a un développeur web, un développeur d'application et d'autres personnes également qui avaient d'autres compétences qui étaient assez importantes pour le projet. Donc voilà, donc je ne sais pas développer une application, non, mais par contre j'ai dans mon équipe une personne qui sait très bien le faire. Je ne sais pas concevoir une poubelle, non, mais j'ai par contre dans mon équipe une personne. Comment vous avez choisi cette personne?
Comment vous avez fait pour la choisir? C'était quelqu'un que vous connaissiez déjà? Parce que vous savez, il y a toujours des risques quand on intervient dans l'univers technologique, surtout sur des solutions qui peuvent être novatrices parfois. Donc, comment vous avez choisi la personne avec qui vous allez travailler? Généralement, la grande majorité de mon équipe, ce sont tous des personnes que j'ai rencontrées dans des conférences, dans des forums sur l'environnement. Donc déjà, il y avait la passion qui était là pour ces personnes-là. Et on a juste mis ensemble les compétences que chacun avait. Ok, Quand d'accord. je parle de mon développeur, par exemple, je l'ai rencontré au cours d'un forum sur l'environnement. Il m'a dit qu'il est développeur. Je lui ai dit, ah, je travaille sur un truc bien, on va faire ensemble. Ok. Celui qui nous fait les poubelles, par exemple, pareil. Celui qui nous fait les sacs, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais les déchets plastiques, nous les transformons en des sacs solaires. Donc voilà. Et c'était totalement, comment je dis ça, c'était une passion environnementale ou concrètement vous vous êtes dit pour une entreprise, il y a un marché, il y a la possibilité de rémunérer des salariés ou c'était vraiment la passion, l'environnement qui était à la base de tout? Non, carrément au début c'était la passion. On n'a jamais eu envie de gagner de l'argent avec ce projet. C'était la passion. Quand moi j'ai lancé le projet, c'était pour régler un problème. Quand je parlais du cinéma, c'était quand même pour sensibiliser les gens sur tout ce qui est. Parce que moi, par exemple, ça fait au moins depuis 15 ans que je n'ai jamais jeté un truc par terre comme ça. Mais chez nous, les gens le font sans... et ça c'est un problème pour moi quand je vois quelqu'un jeter un truc par terre alors qu'il y a une poubelle à 5 mètres par terre. Ok? Et j'ai voulu inculquer cette valeur-là à la jeune génération parce que les gens se le font parce qu'ils ne sont pas éduqués sur le phénomène. Et pour moi, si on change la mentalité des enfants, dans 10 ans, on sera face à des élèves ou à une génération beaucoup plus engagée, beaucoup plus écologique. Ouais, ok. Donc au début, c'était uniquement la passion. Mais après, on a vu un modèle économique s'asseoir de lui-même. On a compris qu'en réalité, on pouvait régler un problème, on pouvait transformer la pollution plastique en une opportunité économique. Ok, très bien. Moi, j'ai plutôt une question qui fait, je pense, que fait très bien la transition vers l'enracinement. C'est que vous avez parlé du fait que vous ne souhaitiez pas gagner de l'argent au début, c'était pas votre volonté, mais que vous avez trouvé finalement un modèle économique. Quels sont les premiers signes où on se dit, ok, là peut-être l'asso, ça peut devenir une entreprise? Ok, alors, je l'ai dit tantôt, avant de rentrer dans les écoles, j'ai pris le soin de rencontrer les acteurs qui étaient dans le domaine de l'environnement, du recyclage. Je les connaissais, en tout cas les grands qui étaient là, je les connaissais tous. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une entreprise qui achetait les déchets plastiques. Et quand je suis rentré dans les écoles j'ai constaté que les écoles brûlent leurs déchets. J'ai contacté l'entreprise et je lui ai dit, écoutez, la tonne de déchets plastiques, vous l'achetez à combien? Elle me dit c'est à 100 000 francs. 100 000 francs? Si vous amènez une tonne de déchets plastiques, vous allez me remettre 100 000 francs? Il me dit oui. Et là, tout a été mélangé. On a pris la pollution plastique et on s'est dit, mais il y a de l'argent dans les déchets qu'on peut quand même faire. Donc voilà. Et les déchets plastiques que nous collectons dans les établissements scolaires à l'aide des clubs environnement que nous mettons en place, parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est pas de gagner de l'argent. C'est pourquoi pour nous, la condition sine qua non avant d'implanter le projet dans un établissement, c'est qu'il y ait un club environnement. Parce qu'on veut que les élèves soient formés sur tout ce qui est pollution plastique, qu'à la fin de l'année scolaire, que l'enfant change de comportement face à la gestion des déchets plastiques. Donc quand il n'y a pas de club, il n'y a pas de programme dans une école. Et à l'aide de ces clubs environnement-là, aujourd'hui, Rob Alotto a pu déjà collecter près de 500 tonnes de déchets plastiques. Nous sommes au Togo, on vient de s'implanter au Bénin et en Guinée-Conakry également. Donc voilà. Ok, ça marche. Et comment vous avez repéré ces fameuses entreprises qui pouvaient vous rémunérer 100 000 francs et aussi l'écosystème, c'est vous scrollez sur LinkedIn et les entreprises sur lesquelles vous tombez, vous les contactez ou bien vous allez au porte-à-porte? Non, quand j'étais en train de faire des sondages, c'était uniquement pour avoir des informations pour la réalisation de mes films au début. Donc, ces entreprises que je rencontrais, je les cherchais sur Internet. Donc, c'était un travail que j'avais fait en amont, sans toutefois savoir que j'allais avoir après un marché pour la solution que je développais en réalité. Donc, généralement, ce sont des entreprises que j'ai connues sur Internet,
par des amis, des collègues. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant Internet, mais quand même. Ok, très bien. J'avais une question, il faut que je la retrouve. C'était du coup, vous parlez de partenariat, vous étiez dans d'autres pays. C'était en fait comment s'exporte, comment on ouvre les portes à son entreprise vers d'autres cieux, on va dire. Ok. Depuis plusieurs mois déjà, je dirais depuis le début de cette année, je n'ai pas fait 2 mois ou 1 mois au Togo. Actuellement, je suis en Afrique du Sud. Dans quelques semaines, je serai dans un autre pays. Il y a quelques semaines, j'étais encore en Afrique du Sud. Quelques semaines plus tôt, j'étais au Maroc. Quelques semaines plus tôt, j'étais à Dakar. Et à chaque fois que je viens dans un pays, j'essaie de nouer des contacts. Et figurez-vous que dans la plupart ou dans la majorité des pays en Afrique, la problématique, elle est la même. Quand on parle de déchets plastiques, c'est pareil au Togo, c'est pareil au Ghana, c'est pareil au Bénin, en Côte d'Ivoire. J'étais au Maroc, je leur ai demandé comment est-ce que vous gérez vos déchets plastiques. Ils m'ont dit on ne gère pas nos déchets plastiques. Ok, c'est pareil dans la plupart des pays en Afrique. Et étant donné que notre histoire inspire également beaucoup de personnes, ça me permet facilement de trouver des personnes qui veulent également s'approprier le projet et veulent repliquer la solution que nous sommes en train d'offrir au Togo. Et comme je l'ai dit, on vient de s'implanter au Bénin et en Guinée-Conakry. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir s'implanter au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et l'objectif, c'est de pouvoir couvrir une dizaine de pays en Afrique dans les 5 prochaines années. Ok. 2 questions. La première, comment on finance ça? J'aimerais avoir les moyens de pouvoir être chaque mois dans un pays différent. Est-ce que c'est que vous êtes financé par les programmes auxquels vous allez, ou bien voilà, enfin, première question. Et la deuxième question, c'était aussi de savoir, vous parlez de votre projet, vous en parlez aux gens, et je ne sais pas si c'est que moi, mais il n'y a pas une sorte de crainte que vous créiez des tonnes de concurrents à tous ces endroits où vous allez et où vous parlez de votre projet, que finalement la visibilité de ce que vous avez créé devient totalement réduite. C'est pas une crainte? Alors, je vais d'abord répondre à la première question. La plupart du temps, c'est les organisations qui financent. Actuellement, je suis en Afrique du Sud et totalement financé par Total Energy. C'est Total qui a tout payé, justement parce que il y a eu récemment le concours de start-upers de Total Energy et on était lauréat panafricain. Et c'est ce prix-là qui nous permet justement d'être actuellement en Afrique du Sud. Donc, les 100 lauréats de Total actuellement sont à Cape Town pour participer au sommet Africa Arena. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où les organisations vous envoient des invitations que vous prenez vous-même en charge votre billet. Donc quand je trouve la conférence pertinente et je me dis je peux aller trouver des partenaires, je suis sûr que quand j'irai, je vais trouver 2-3 partenaires. Je prends mon billet et puis j'y vais. Ok. Donc voilà. Maintenant, par rapport à la seconde question, donc moi justement, j'ai envie que les gens volent l'idée. Sérieusement. J'ai envie de voir l'idée répliquée partout. J'ai envie de voir Rob Aloto en France, au Bénin, même si c'est pas moi qui suis à la tête de l'idée là-bas. Je veux que le problème soit réglé. D'accord. Et si on veut que le problème soit réglé, il faudrait que les gens puissent voler notre idée, afin que même si on n'est plus là, l'idée puisse continuer. Moi, je suis dans cette théologie-là. Ok. Donc voilà. Parfait. Très bien. J'ai une question au sujet de vos rencontres. Vous dites que vous faites des contacts. Donc, concrètement, on parle beaucoup du fait de networker. Est-ce que vous avez des conseils à donner aujourd'hui à un jeune qui veut networker? Comment on fait pour networker en Afrique? Est-ce que c'est parce que ma tata est, mon tonton est, etc. Je pense que ce serait bien d'avoir des conseils. Comment vous pitchez? Si vous pouvez juste préciser cette partie de comment est-ce que vous pitchez là, enfin pas que vous nous pitchiez à nous, hein. On est déjà convaincus. Oui, mais juste des tips pour le pitch. Ok. Déjà, ça fait 2 questions. Comment networker et comment pitcher? Parce que c'est 2 sujets différents. Je pense que d'abord, pour networker, il faudrait faire une bonne veille, savoir où se trouvent les opportunités. Est-ce qu'il y a une conférence qui se tient, je sais pas, en février par exemple, il y a une conférence sur l'ESF qui va se tenir à Dakar. Il faudrait avoir cette information et voir comment s'y rendre. Donc, c'est important de faire une veille, d'aller chercher des opportunités. Et ça, on a la chance d'être à une ère où on a Internet.
on peut faire des recherches, on peut aller sur des sites qui mettent en relief ces opportunités-là. Après, c'est d'avoir le parrainage. Ça voudrait dire que si c'est pas par un appel à projet qui te permet d'être pris totalement en charge, il faudrait que tu puisses toi-même te prendre en charge. Donc, c'est à peu près ça. Mais l'information, c'est le pouvoir. Si vous ne l'avez pas, vous ne savez pas, vous n'avez pas le pouvoir. Donc, la veille, elle est très importante. Okay. Maintenant, comment pitcher, c'est une autre affaire de manche. Mais il y a des éléments importants à ressortir lors de pitch. C'est la problématique, c'est la solution, c'est le marché, c'est comment vous gagnez de l'argent, quelle est votre équipe, quelle est votre plus-value. Voilà. Donc, il y a quand même certains éléments qui sont très importants, qui doivent forcément ressortir dans un pitch pour que celui qui t'écoute comprenne que ce que tu fais, s'il met de l'argent dedans, pendant 2-3 ans, tu continues seul sans lui en réalité. Ok. Juste du coup, une dernière question peut-être pour conclure le point. Vous parlez d'appels à projets. Comment on est au courant aujourd'hui de ces appels à projets? C'est quoi? On trouve tout simplement sur Internet, si on tape sponsoring jeunes startups africaines, où il y a un peu des réseaux et des bonnes adresses, on va dire. Ok. Il y a des appels, il y a des informations, il y a certaines informations que vous n'avez qu'en étant dans certains réseaux. Ok. Par exemple, je l'ai dit, moi je suis yalien, c'est-à-dire parce que j'ai fait le Yali. Il y a certaines informations ou certaines opportunités que j'ai parce que je suis yalien. Pareil, je suis également Ashoka, donc il y a certaines opportunités que j'ai parce que je suis Ashoka. Du coup, ces opportunités me sont envoyées directement dans une plateforme qui regroupe les Ashoka. Ok. Maintenant, il y a d'autres sites. Moi, je fais une veille sur des sites. Il y a par exemple des opportunités en Afrique. Il y a un site qui s'appelle Afrique Arrière, dont je profite pour faire la promotion. Il a été conçu par un Togolais. C'est quand même pour moi la meilleure plateforme pour avoir des opportunités, pour savoir quelles sont les opportunités, les appels à projets. En tout cas, quand vous allez sur Afrique Arrière, vous avez beaucoup de choses. Okay. Il y a d'autres sites également qui font pareil, mais je préfère parler d'Afrique Arrière parce que c'est togolais, c'est ingénieux, il faudrait qu'on consomme les cas également. Ok, j'ai juste du coup une dernière question, c'est parce qu'il faut vraiment pousser la méthode jusqu'au bout. C'est comment on devient Ashoka, comment on intègre un programme prestigieux par Barack Obama. C'est le programme qui est venu à vous, c'est vous qui êtes allé au programme? Alors, dans le cas particulier d'Ashoka, il y a deux types d'Ashoka. Il y a les Ashoka Changemakers, qui sont les Ashoka jeunes, et il y a les Ashoka Fellow, qui est beaucoup plus une version adulte, si je peux l'appeler ainsi, avec d'autres avantages que les Changemakers n'ont pas. Ok. Pour être Ashoka Changemaker, c'est des appels à projets. Donc, le conseil que je donne aux jeunes, allez vous abonner aux pages d'Ashoka Afrique francophone si vous êtes en Afrique francophone. Sinon, il y a plusieurs Ashoka. Donc voilà. Maintenant, pour le Ashoka Fellow, c'est des nominations. C'est quelqu'un qui dit à Ashoka, allez regarder ce que Ange fait. Elle fait de très bonnes choses. Je souhaite la nominer pour le fellowship. Donc voilà. Maintenant, pour les autres formes de programmes, c'est par exemple, quand on prend le Yali, fait des appels à projets auxquels il faut postuler. Je rappelle, moi, j'étais parti, quand j'ai été sélectionné pour le Yali, on était 99 sélectionnés en Afrique, mais il y avait 18 000 candidatures. Okay. Donc, c'est un processus très sélectif et c'est en fonction du projet ou de l'idée de projet que vous avez. Ok, très bien. Du coup, tous ces programmes-là, est-ce que tous ces programmes-là participent au financement de votre start-up ou elle se suffit à elle-même aujourd'hui? Quelle est la place de ces financements, de ces prix que vous pouvez faire? En Afrique du Sud, il y a un mois, à cause du Yali. J'étais là pour le Yali Expo. Et c'est le Yali Expo qui a tout pris en charge. Et ça m'a permis de rencontrer des investisseurs, des partenaires. Et je pense que c'est une forme de financement également, de nous mettre en contact, en relation avec des partenaires qui peuvent mettre de l'argent
Pas forcément de l'argent, mettre également des moyens techniques dans nos initiatives. Donc, c'est une forme de financement pour moi. Maintenant, il y a des appels aussi à projets en interne qui te permettent d'avoir des subventions. Avec Total Énergie, par exemple, on a une dotation financière de 4,5 millions. Wow. Et je pense que c'est quand même un fonds qui sert quand même à développer nos business. Donc, c'est chaque programme avec les avantages qui vont avec. Et aujourd'hui, en termes de pourcentage, vous vous situez comment pour le financement de votre activité au quotidien? C'est-à-dire quel pourcentage vient de tous ces concours, entre guillemets, tous ces programmes? Quel pourcentage vient de, je sais pas, la rentabilité de l'entreprise en elle-même? Je vais parler de 50%. Je pense même que les concours doivent être des modèles économiques aujourd'hui que les jeunes doivent développer. On ne pense pas trop à ça, mais moi, je fais tellement une veille que après Total Énergie, on a gagné un concours en Côte d'Ivoire qui nous amène à Bordeaux l'année prochaine, justement. Donc, je parlerai je vais même aller jusqu'à 70%, hein, parce que la plupart des opportunités que nous avons, ce sont des appels à projets, des concours. On est rentable parce qu'on a su développer un modèle économique assez diversifié. Aujourd'hui, nous vendons les déchets plastiques en Afrique. On est dans une vingtaine d'écoles au Togo et nous comptons aller dans une 50aine d'écoles dans les 2 prochaines années. À part cela, nous vendons les sacs solaires parce que depuis l'an dernier, on a développé un sac qui est totalement fait à base de déchets plastiques, mais qui intègre également un film photovoltaïque pour permettre aux enfants dans les villages sans électricité de pouvoir étudier. Donc, c'est un sac qui est vendu à des associations qui font des dons à des enfants dans ces villages reculés là. Et voilà. C'était justement la question que je voulais poser en termes de votre offre de produits, si vous pouvez revenir sur ça. Donc, c'est le sac et puis aussi les poubelles que vous fournissez dans les écoles. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et peut-être expliquer la partie photovoltaïque du sac pour être sûr que je l'ai bien comprise. Ok, bon. Le film photovoltaïque, c'est un peu comme un panneau solaire, si vous voulez. Mais en mode film, quoi, qui est assez flexible. D'accord. Donc, ce sont ces films que nous intégrons dans les sacs. Parce que pour la petite histoire, au début, c'était uniquement des sacs faits à base de déchets plastiques que nous sommes partis offrir à des enfants dans un village. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas l'électricité. On s'est dit à quoi bon donner des sacs à des enfants s'ils n'ont pas de la lumière pour étudier. Mais après, parlant du modèle économique, les poubelles sont offertes aux écoles. Les poubelles ne sont pas vendues, les poubelles sont offertes aux écoles. Mais par contre, ce que nous faisons, c'est de la publicité. Donc, nous servons de ces poubelles-là pour vendre des espaces publicitaires à des entreprises qui ont envie de toucher les élèves, par exemple. Donc, voilà. Nous vendons également les déchets plastiques, c'est-à-dire les déchets là que nous n'arrivons pas directement à transformer. Et ceux qui sont transformés en sacs solaires sont également vendus. Donc voilà. Alors, après, l'objectif. Oui. On a les sacs. Après, l'objectif, on a les poubelles comme espace publicitaire. On a la vente de déchets. Tout est rentabilisé là. Ok. Oui. Après, pour finir, l'idée aussi, c'est de vendre la donnée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la seule solution au Togo qui allie technologie à l'environnement. Okay. Mais c'est vrai que en Afrique, la donnée, commerce de la donnée n'est pas encore assez rentable. Ok. Moi, j'ai plusieurs questions qui me viennent. La première, c'est quand on développe un produit, il y a cette notion de brevet qui arrive. Est-ce que vous avez breveté votre produit? C'est un brevet qui est africain, international. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et peut-être inspirer d'autres personnes qui souhaiteraient faire de même? C'est un brevet qui est africain. Alors, il y a une organisation chez nous que nous appelons l'OAPI qui donne des brevets pour nos formes de solutions. Donc, voilà, mais c'est africain. Il y a 9 millions. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez perdu 9 millions dans un projet et comment vous avez rebondi? D'abord. C'est compliqué. Mais déjà, on ne perd pas 9 millions comme ça. Le capital ne se perd pas comme ça. Le capital se perd à tout coup.
plus de charges, pas beaucoup de ventes, il y a des salaires à payer. Et au finish, à un moment donné, tu rencontres putain, voici telle somme d'argent que tu n'as plus et que tu avais au début en réalité. Donc voilà, je dirais que c'est dû au fait que notre marché n'était pas très bien analysé. Il y a eu des concurrents qui sont sortis de nulle part et ça bousille un peu les chiffres. Mais moi je suis têtu. C'est ça mon problème, je suis têtu. On a quand même face à cet échec, parce que c'était quand même un échec d'une certaine façon, on a quand même appris que pour se lancer dans un truc, il faut très bien faire des analyses. Il faut bien étudier le marché. Il faudrait pas mettre également ses œufs dans un même panier. Ça, c'est mon avis personnel. Certains diront mettez vos œufs dans le même panier, mais je pense que c'est un mauvais conseil. Ok. Monsieur, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je parle vrai, hein. Mais là, vous nous avez donné un goût. Tu vois, c'est-à-dire, on sait, en même temps, on ne sait pas trop, on ne sait pas exactement. Bon, on ne va pas trop pousser dans le sujet. Est-ce que pour le coup, pour notre partie, la pause inspiration, vous auriez une petite anecdote à nous raconter, potentiellement dans le détail, par rapport à un client avec lequel ça s'est peut-être moins bien passé? Généralement, c'est ce dont on parle dans la partie la pause inspiration pour dynamiser un peu notre émission avec quelque chose de plus ludique. Alors, c'est pas par rapport à un client, mais par rapport à un utilisateur. Parce que les écoles ne sont pas des clients pour nous, c'est des utilisateurs. C'est pas à eux qu'on vend les déchets plastiques. Mais je me rappelle qu'une fois, on a fait un don de poubelles dans un établissement scolaire. On est revenu quelques semaines plus tard pour faire le suivi des activités avec le club environnement. Et les poubelles ont disparu. Les poubelles ont disparu. Les poubelles qui nous ont coûté 160 000 francs parce que c'est 2 poubelles. Oui. Et une poubelle nous a valu 80 000 francs. Donc les 2 poubelles ont disparu. Le responsable de l'établissement ne sait pas où les poubelles sont. Elles sont passées. Les clubs environnement non plus, on ne sait pas. Ça fait comment pour... C'est des grandes poubelles, on est d'accord. Je visualise pas forcément d'emblée. Oui. C'est des grandes poubelles. Donc forcément, soit quelqu'un l'a volé, soit... En tout cas, je préfère me taire sur le coup. Moi, j'ai une question. Est-ce que cette petite anecdote a changé quelque chose pour vous dans votre modèle économique? Je sais pas, on peut imaginer que vous avez intégré maintenant un système de géolocalisation sur les poubelles, etc. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que les poubelles ont été volées? Comment vous avez rebondi? Oui, ça a changé. Beaucoup de choses ont changé. On a, vous savez, avant, on mettait les poubelles partout dans les écoles, c'est-à-dire à n'importe quel endroit. Maintenant, les endroits dans lesquels les poubelles sont placées sont stratégiques pour que le corps enseignant ait une vue sur la poubelle. Après, il y a aussi le fait que quand c'est la fin des classes, le club environnement range la poubelle dans un lieu sécurisé. Donc, c'était quand même des paramètres qui n'étaient pas, des mesures qui n'étaient pas mises en place au début, mais qui ont été à réajuster à cause de notre personne. Moi, j'ai une question, c'est sur un peu la posture de leader. C'est même pas pour vous flatter, mais je trouve que vous avez un certain charisme qui fait que je pense que ça fédère et ça un peu engage vos équipes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils pour un jeune entrepreneur qui va devoir s'entourer sur un peu cette posture de chef d'entreprise, cette posture de leader? J'ai l'impression que vous transmettez énormément votre vision. Comment on y arrive? Comment on arrive à convaincre nos collaborateurs? Déjà, les collaborateurs qui sont là, c'était pas les mêmes qui étaient là au début. Il y a eu des personnes qui étaient là au début, après qui sont parties. Il y a des personnes qui sont arrivées, après qui sont parties. Mais parmi dans ce flux-là, il y a des personnes qui sont là et qui ne bougent pas. Ok, donc c'est pour déjà dire que pour constituer une équipe, c'est vraiment un travail sur la durée. Ouais. C'est pas un travail, tu ne trouves pas la bonne personne sur le coup comme en un clin d'œil, quoi, tu vois. Donc c'est un travail qui se fait sur la durée, mais en même temps, c'est de toujours mettre
l'équipe au centre Mm. de la chose. Je l'ai dit il y a un moment, quand il y a des opportunités, c'est que je suis pas obligé d'y aller, je mets quelqu'un d'autre sur le coup. Et ça fait plaisir à ces gens-là de voyager également, d'aller découvrir des choses, et ils viennent beaucoup plus impliqués qu'avant, beaucoup plus engagés qu'avant. Ok. L'année prochaine, on sera à Bordeaux, je serai pas seul, je serai avec 2 membres de mon équipe. Ils seront contents, ils vont apprendre pas forcément des choses dans le cadre de l'entreprise, mais pour eux-mêmes également, pour leur propre vie également, ils vont apprendre des choses, ils vont découvrir des choses. Donc, pour moi, c'est important de mettre l'équipe en valeur. Ok. Quand je communique, je ne dis pas moi, je dis toujours nous. Je dis toujours nous. Parce que c'est nous, quoi. Et on est dans un monde où aujourd'hui, on doit beaucoup plus promouvoir la co-construction, on doit faire les choses ensemble en réalité. Parfait. Et le conseil donc que je vais donner aux jeunes, c'est le leadership. On en parle, mais on devrait aujourd'hui commencer par promouvoir le leadership collaboratif. On est tous leaders. Ok, incroyable. Très beau message. Incroyable. Le sujet de l'ESS, économie sociale et solidaire, on a envie de l'aborder de manière plus générale, donc le sujet environnemental de manière plus générale sur le continent. Quel regard est-ce que vous portez sur cette industrie-là? Est-ce que vous diriez qu'elle est porteuse, qu'il y a de belles perspectives dans l'avenir? Là, ce serait plus pour avoir vos insights sur ce point-là, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être entrepreneur social sur le continent aujourd'hui? Vous savez, un Africain, la solidarité ou le social pour nous, c'est dans nos gènes. C'est peut-être un terme qui est nouveau pour les Occidentaux. Pour nous, on fait du social tout le temps. C'est la meilleure forme d'économie que nous devons promouvoir aujourd'hui. On ne doit pas faire que gagner de l'argent, mais on doit investir une partie de cet argent-là dans nos communautés. Parce que c'est nos communautés qui nous permettent de gagner cet argent. C'est la raison pour laquelle nous 20% de nos ventes sont reversées à nos écoles pour financer les activités des clubs environnement. On n'en a pas parlé. Mais les clubs environnement que nous installons dans les écoles, ils doivent faire des actions, ils ont peut-être besoin d'argent pour acheter des pancartes, je dis n'importe quoi. Et c'est l'argent que nous remettons aux écoles qui sert à financer leurs activités. Ok. Très bien. Voilà, question. Alors, le but de l'émission, c'est d'être transparent et d'avoir un discours de preuve. On a un peu brièvement parlé de la situation économique de votre entreprise aujourd'hui. C'est concrètement, est-ce que vous en arrivez à en vivre? En termes de chiffre d'affaires, où est-ce qu'on se situe? Oui, on arrive à en vivre. Je l'ai dit tantôt, on a pu collecter aujourd'hui plus de 500 tonnes de déchets plastiques. Et on vient de s'implanter au Bénin, on compte collecter on compte équiper une vingtaine d'établissements scolaires dans les 2 prochaines années au Bénin. Et avec les modèles économiques diversifiés qu'on a su développer, on arrive à en vivre. Je pense que le plastique, c'est de l'ordure. C'est de l'or dur. C'est pas de l'ordure. Le plastique est une ressource pour nous. Ok. Et du coup, 500 tonnes, ça représente combien en termes de vente? Si vous vendez 500 tonnes de déchets, ça rapporterait combien? Ça rapporte combien? La tonne est à 100 000 francs. Il nous laisse faire nos calculs. Ok, très bien. Donc finalement, les 9 millions que vous avez perdus, c'était pour la bonne cause, je pense. Parfait. Très bien. On peut faire le mot de la fin. Et donc, quelles sont les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et où peut-on vous suivre également? Ok. Alors, la prochaine étape, c'est de lancer notre application mobile qui, je l'ai dit un peu plus haut, qui va connecter les écoles, les entreprises de recyclage, les communes, les quartiers, c'est-à-dire ceux qui ont envie de vendre les déchets plastiques et ceux qui ont envie d'acheter les déchets plastiques. Et cette application-là sera utilisée dans la majorité des pays en Afrique. C'est ça le grand projet sur lequel nous travaillons. Si tout va bien, on va faire le lancement en mars de l'année prochaine, en mars 2027. Et dans les écoles également, dans les pays dans lesquels nous venons de nous implanter, notamment au Bénin, en Guinée-Conakry, nous allons commencer par nous implanter dans des écoles en ayant eu en amont les autorisations nécessaires. On espère
que ce ne sera plus un parcours de combattants comme c'était le cas au Togo. Et on compte également toucher une dizaine de pays en Afrique dans les 5 prochaines années. Donc ça, c'est ce que nous comptons pour l'avenir en réalité. C'est ce qu'on vous souhaite en tout Très cas. bien. Si on veut suivre tout ce que vous allez faire, c'est sur LinkedIn ou vous êtes aussi sur d'autres réseaux sociaux? Nous sommes sur LinkedIn. Nous avons également un site internet sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Twitter. X, si on veut, c'est Rob Aloto Togo. Rob Aloto qui veut dire le ramasseur de plastique. Et ça s'écrit R-O-B-A-L-O-T-O, Rob Aloto Togo, justement parce que bientôt il y aura Rob Aloto Bénin, Rob Aloto Guinée, et voilà. Et nous avons également un site internet www.coachont.org qui retrace déjà tout ce que nous faisons au Togo. Et voilà. Ok. Ceux qui ont envie de nous appeler directement peuvent le faire sur le plus 208 99 94 33 69. Merci. Merci pour cet infiniment, échange. Monsieur Badamassi, c'était génial. Franchement, comme j'ai l'impression qu'on est très chanceuse dans cette émission, on tombe que sur des gens tellement bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci Ange, merci Emmanuel. C'était un plaisir également de partager ce petit moment avec vous. J'espère qu'on se reverra bientôt.